Quel animal marin étrange et mystérieux ne possède que 2 dents? Aujourd'hui, on va parler du narval dans Bête de science. Sors tes gants, ton manteau le plus chaud et tes bottes fourrées. Je t'emmène à la rencontre d'un habitant du Grand Nord. Direction l'Arctique et le Groenland, ou Kalaallit Nunaat, en Kalaallisut, la langue que l'on appelle le groenlandais occidental. Le Groenland est la plus grande île de la planète. Bien que situé au nord-est des États-Unis, il est associé à l'Europe et plus particulièrement au Danemark, car il y a longtemps, des explorateurs vikings venus de ce pays s'y sont installés avant que les premiers peuples inuits n'y arrivent à leur tour au XIIIe siècle. Aujourd'hui, les cultures coexistent toujours au Groenland, mais le territoire est relativement autonome. 80% de sa surface est recouverte de glace. C'est la plus grande zone gelée après l'Antarctique, le pôle sud. Mais tu t'en doutes, avec le dérèglement climatique, les choses changent vite au Groenland. Et de nombreux scientifiques s'alarment de la rapidité à laquelle fond la glace. Toute cette glace redevenue liquide va forcément faire augmenter le niveau de la mer, ce qui peut avoir de grosses conséquences sur notre environnement. Notre héros du jour est un navigateur des glaces et je peux t'assurer qu'il prend ces variations de température très au sérieux. Pour espérer le rencontrer, il faut emprunter le bateau. Direction l'île de Disko ou Qeqertarsuaq, sur la côte ouest du Groenland. Et oui, à côté du Groenland se trouve une plus petite île qui a donné son nom à la baie. Elle est aussi grande que la Corse. Sur l'île, on aperçoit au loin des maisons de plein de couleurs, rouges, bleues et vertes. Voguons un peu vers le large. Remonte bien ton écharpe sur ton nez. Aujourd'hui, il fait presque bon pour la saison. Il fait moins 10 degrés, mais avec le vent, le ressenti est bien différent. Oh, tu vois l'oiseau gris et blanc qui vole à nos côtés? Ce n'est pas une mouette, mais un fulmar boréal. On le reconnaît à son drôle de bec épais, et il peut plonger jusqu'à 3 mètres sous l'eau pour attraper son dîner. Ah mais je crois que là-bas, au loin... Oui, ça y ressemble. Notre guide nous rapproche, mais un peu seulement. Il ne faut pas aller trop près, sinon on risque de les déranger. Un dos large et lisse émerge de l'eau avant de replonger, suivi d'un autre, puis d'un autre, un peu plus sur le côté. C'est tout un petit groupe que nous avons sous les yeux. Ils doivent bien être 4 ou 5. Tu les as vus? Des animaux de cette taille-là, avec le corps tacheté, aucune erreur possible. Nous sommes en présence de narvals, de leur nom latin Monodon monoceros. Cela signifie une dent, une corne, car les mâles narvals et quelques rares femelles portent au bout du museau une défense qui leur donne l'allure d'une licorne marine. Cette défense est en réalité une dent unique, la canine gauche, qui grandit et sort à l'extérieur de la mâchoire. La canine droite, elle, reste de petite taille et bien souvent cachée dans la gencive. Et ce sont là leurs seules dents. Si on regarde dans la bouche d'un narval, il n'y en a pas d'autre. C'est fou, non? Pourtant, dans notre groupe de narvals, aucune défense ne dépasse de l'eau. C'est parce que nous sommes en présence de femelles et de leurs jeunes. Comme je te le disais, il peut parfois arriver que des femelles développent une de ces défenses. Elles sont plus petites que celles des mâles, et cela reste très rare. On l'a observé sur environ 15 femelles sur 100. Cette présence de dents permet de classer les narvals parmi les odontocètes, les cétacés à dents.
On y retrouve les dauphins, les orques ou encore les belugas, leurs plus proches cousins, reconnaissables à leur peau blanche et à la bosse sur leur tête appelée melon. On les distingue des mysticètes, les baleines à fanon qui filtrent le krill pour manger, comme les baleines boréales qui vivent aussi dans ces eaux. Les narvals, eux, plongent parfois très profondément pour trouver leur repas. Ils se nourrissent de poissons, comme le cabillaud arctique, de poissons plats, comme le flétan du Groenland, de crevettes et de céphalopodes, comme les calamars ou les pieuvres. Sans dents dans la mâchoire, ils aspirent leur proie qu'ils avalent tout rond. Les narvals vivent en petits groupes de plusieurs individus, mais les sexes sont séparés la majorité du temps. Les mâles d'un côté et les femelles de l'autre, comme chez les éléphants. En moyenne, une femelle adulte peut mesurer jusqu'à 4 mètres de long pour un poids de 1000 kg. Le mâle est plus gros et plus lourd encore. Leur tête ronde est assez petite par rapport à leur corps massif et allongé. S'ils paraissent si costauds, c'est parce qu'une épaisse couche de graisse les isole du froid. Comme leurs cousins belugas, les narvals ne possèdent pas de nageoires sur le dos, ce qui permet de les distinguer facilement des autres cétacés. D'ailleurs, rien qu'en voyant leur dos, on peut estimer l'âge des membres du groupe que nous suivons. Leur corps est luisant, tacheté de gris brun sombre et de blanc. Quand ils naissent, les petits narvals ont le corps d'un gris brun uniforme. Leur peau devient plus foncée, puis les mouchetures blanches apparaissent en vieillissant. Plus un animal est clair, plus il est âgé. Pratique ? Comme les autres cétacés, les narvals sont sociaux. Ils vivent en groupe, mais ils mettent du temps à grandir. On estime qu'ils sont adultes entre 6 et 9 ans. Les femelles ne donnent naissance qu'à un seul petit tous les 3 ans en moyenne. Il faut dire que la gestation dure 14 mois, plus d'1 an, alors que pour nous, les humains, 9 mois suffisent pour fabriquer un bébé. Le petit narval tète sa mère pendant près de 20 mois, soit presque 2 ans. On ne sait pas exactement quel âge les narvals peuvent atteindre en moyenne, mais pour sûr, s'ils ne se font pas manger par des orques, des ours polaires ou chassés par des humains, ils peuvent vivre très vieux. Une étude scientifique a estimé, en analysant les composants de leurs yeux, que le plus vieil individu connu était une femelle âgée de 115 ans. D'ailleurs, les vieilles femelles narvals ont une autre originalité. Comme chez les femelles orques ou les femelles humaines, elles sont ménopausées. Elles continuent à être actives dans leur groupe, jouent leur rôle de grand-mère, alors qu'elles ne sont plus en mesure de donner naissance à des petits. C'est un phénomène rarement observé dans le règne animal. Les narvals forment des petits groupes de quelques individus, que l'on appelle pods, et qui sont des groupes familiaux. Mais ils migrent et peuvent se réunir en grands groupes de plusieurs centaines d'animaux lors de ces voyages. Tous les ans, ils font invariablement le même chemin. Les narvals ont leurs petites habitudes. En hiver, ils vivent au large et plongent sous la glace. C'est là qu'ils battent tous les records, capables par exemple de plonger à 800 mètres de profondeur plus de 15 fois par jour. On a même mesuré qu'ils pouvaient atteindre 1500 mètres de profondeur. Cela fait 4 tours Eiffel et demi empilées les unes sur les autres. Tu l'imagines ? Mais il faut pouvoir remonter. Car n'oublie pas, les narvals ont des poumons comme nous. Et ils ne peuvent pas respirer sous l'eau. Ce sont cependant des champions de l'apnée qui peuvent retenir leur souffle jusqu'à 25 minutes. Quand le printemps arrive, ils retournent près des côtes. Ce qui les pousse ainsi à bouger, c'est l'avancée de la glace, car il faut toujours qu'ils trouvent des crevasses et des fissures pour pouvoir venir y respirer. Au quotidien, les narvals utilisent plusieurs cris différents. Les clics servent à se diriger sous l'eau et à repérer grâce au son la présence d'une proie ou d'un obstacle. Ce son se répercute sur l'objet et revient en écho vers le narval qui peut ainsi s'orienter et estimer les distances.
On appelle ce principe l'écholocation. Les chauves-souris l'utilisent aussi, et nous les avons copiés pour créer les sonars installés dans les sous-marins. Les sifflements, eux, sont surtout utilisés pour échanger des informations entre les individus du groupe, comme par exemple pour toujours garder le contact entre une mère et son petit, même s'ils s'éloignent un peu l'un de l'autre. Tiens, écoute. On pense aussi que, comme chez leurs cousins dauphins, chaque narval a sa propre voix et que les cris sont différents d'un individu à l'autre. Et pourtant, dans certains cas plutôt surprenants, il semblerait que les narvals sympathisent avec les belugas. C'est le cas par exemple d'un jeune mâle narval solitaire qui vivait avec un groupe de belugas dans le fleuve Saint-Laurent au Canada. On sait qu'il a partagé leur quotidien pendant au moins 6 ans, tout en habitant très loin des eaux froides dont il est originaire. Comment est-ce qu'il s'est fait accepter ? Ont-ils développé des cris et un langage commun ? Mystère. En tout cas, une étude parue en 2019 sur un étrange crâne nous a prouvé qu'il existe des narlugas, des animaux issus de l'accouplement d'un narval et d'un beluga. Sur le crâne observé, l'individu avait des dents bizarres, allongées à l'horizontale, un peu comme des mini-défenses de narval. Ce qui revient à nous poser une question qui titille les scientifiques depuis des centaines d'années. Mais à quoi peut donc bien servir la fameuse dent du narval ? La dent du narval, qui peut atteindre 3 mètres de long, a été vendue à prix d'or aux collectionneurs européens qui étaient persuadés d'acheter la corne miraculeuse d'une licorne. Si elle n'est pas magique, cette dent pose tout de même plein de questions. À quoi sert-elle ? On a pensé un temps que les animaux l'utilisaient pour fouiller le sol et déloger des proies. Mais si elle servait effectivement à se nourrir, comment les femelles narvals arriveraient-elles à manger sans elle ? Si seuls les mâles en ont, cela veut bien dire que la dent n'est pas nécessaire à la survie. Sinon, les femelles narvals auraient disparu depuis longtemps. Ce qui semble l'hypothèse la plus probable aujourd'hui, c'est que cette dent jouerait un rôle lors des parades, dans ce que l'on appelle la sélection sexuelle. C'est-à-dire comment les partenaires se choisissent au moment des amours, selon certains critères. La taille, la couleur, la force, le chant, tout cela peut donner des indices sur la qualité de son partenaire et s'il ferait ou non un bon parent. Ainsi, les mâles pourraient se jauger sans s'affronter. On a d'ailleurs déjà vu des mâles narvals se frotter les dents l'une contre l'autre. Ces grandes dents peuvent aussi se révéler encombrantes quand elles mesurent plusieurs mètres. Un mâle narval qui s'en sort bien, malgré cet accessoire parfois gênant, est donc très fort et un bon père potentiel. Les femelles pourraient donc choisir les mâles selon la taille de leurs dents. À présent, on pense que les dents des narvals ont d'autres fonctions, qui sont peut-être apparues plus tard au fil de l'évolution. On les a par exemple déjà vus assommer des proies avec leurs dents, mais aussi les poursuivre sans les attraper, comme s'ils jouaient avec. Au niveau de sa structure, la dent des narvals est relativement flexible et souple à l'extérieur et dure à l'intérieur. Mais elle est aussi très innervée, donc très sensible à son environnement. On a alors compris que les narvals pouvaient capter la quantité de sel présente dans l'eau qui les entoure, ainsi que la température et la pression. Ce qui s'avère très pratique pour prévoir si l'eau va geler et se refermer autour d'eux. Mais si leur dent permet aux narvals de prédire où la glace se referme, elle les aiderait donc à vivre plus longtemps. Nos narvals éviteraient ainsi de se retrouver bloqués sous la glace, sans pouvoir respirer. Dans ce cas, si avoir une dent leur donne un vrai avantage, il est possible que les rares femelles qui en ont aussi les transmettront à leurs petits, qui les transmettront par la suite aux autres générations. Certains scientifiques pensent que peut-être c'est ce qu'il va se passer et que les femelles vont avoir de plus en plus de dents, elles aussi, à l'avenir. Affaire à suivre. Allez, on récapitule. Le narval est un cétacé qui habite les eaux froides et gelées du pôle Nord. Les mâles et certaines femelles ont une grande canine au bout de leur museau. Très sociaux et vivant vieux,
les narvals utilisent de nombreux sons pour communiquer entre eux. Après des années de mystère, il semblerait que la dent du narval serve à évaluer les partenaires à la saison des amours pour les choisir, mais aussi à estimer la salinité, la pression et la température de l'eau qui les entoure. Alors, pas si bête le narval! Merci d'avoir suivi cet épisode de Bêtes de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les 2 semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on fait du bon travail ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. Au fait, si tu aimes ces épisodes et que tu veux les écouter avant tout le monde, c'est possible. Pour ça, il te suffit de prendre l'abonnement Premium sur Apple Podcast pour rejoindre le club des aventuriers. Les épisodes te seront accessibles dès le samedi et sans publicité. Alors n'hésite plus. À bientôt, jeune aventurière et jeune aventurier.